Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode de Côté Canap. On y retrouve Léa et Clément pour la suite de leurs aventures. Si vous avez manqué la première, sachez que ces deux explorateurs ont passé plus de 8 mois à parcourir l'Asie et ils nous ont déjà partagé des anecdotes incroyables. Aujourd'hui, on pousse encore un peu plus loin l'aventure. Léa va commencer par nous raconter comment ils ont non seulement bouclé ce périple exceptionnel, mais aussi comment cette fin de voyage a marqué le début d'un tout nouveau rêve, un projet de voyage en voilier. Préparez-vous à prendre le large avec Léa et Clément, le voyage ne fait que commencer. Alors quel était le programme pour la suite du voyage ? Vous aviez déjà tout prévu ? Toute la fin de notre voyage était quasiment bouclée en fait depuis les Philippines. La période de Noël toujours, on avait pris la décision de partir en bateau parce que période ça a tellement été difficile et puis on se rendait compte qu'on faisait la même chose que tous les backpackers qu'on croisait et on avait aussi envie de sortir des sentiers battus et de voir autre chose. Avant de partir déjà, on avait prévu à la base, je vais dire une croisière, mais si notre capitaine nous entendait, c'est pas une croisière du tout. En fait, on avait déjà émis ce vœu de prendre un bateau à la base pour la période de Noël relier les Fidji jusqu'en Indonésie. Quand on s'est renseigné, on s'est rendu compte que c'était la période des cyclones. Donc le projet est tombé à l'eau, c'est pour ça qu'on est parti en Malaisie aux Philippines. Et en Malaisie, ce projet bateau a un petit peu rené de ses cendres. Et donc on avait déjà tout calé, choisi le bateau pour partir de Nouvelle-Zélande et relier la Polynésie française. Tu peux développer un petit peu quand tu dis bateau, parce que je pense que les auditeurs vont pas s'imaginer l'expérience que vous avez faite. Non, c'est vrai. En fait, on a cherché à faire partie de l'équipage d'un bateau pour en apprendre plus sur les bateaux à voile notamment. Donc on est parti sur un voilier. Donc on a fait des recherches, on a posté des annonces sur des groupes Facebook, sur des sites internet, un petit peu comme Blablacar finalement. Ça s'appelle findacrew.net. Et donc on avait deux choix en fait. Soit on partait de Thaïlande pour rejoindre la Grèce, soit on partait de Nouvelle-Zélande et on allait rejoindre la Polynésie française. Et donc c'est la destination qui nous a fait choisir et la rencontre avec le capitaine parce que le capitaine qu'on avait était un féru de voile, il avait déjà traversé le Pacifique en solitaire, voilà, c'est quelqu'un qui connaissait vraiment son sujet. On s'était dit qu'il pourrait nous apprendre plein de choses, ce qui a été le cas. Donc, en fait, on a un peu calé toute la fin, la suite et la fin après le Japon autour de ça pour économiser 200 € sur nos billets d'avion pour aller rejoindre la Nouvelle-Zélande. On a quand même fait un arrêt de 5 jours à Séoul en Corée du Sud. Mais pour le coup, on n'a pas pu vraiment profiter comme on aurait aimé parce que après 26 jours incroyables où pour le coup, là, on avait retrouvé notre profil d'aventurier, notre pêche, on faisait 1000 trucs par jour. À Séoul, on a pris le temps quand même un peu de se poser. On s'est beaucoup reposé. On a fait les quartiers un peu principaux. On a vraiment pris du temps pour nous. Quand même l'occasion de tester la K-Beauty pour le plus grand plaisir de Clément. La K-Beauty. J'allais justement te demander si tu avais eu l'occasion de tester les produits de beauté de Séoul. Bah t'as acheté des produits. Oui, tu m'as fait acheter des produits. Oui, j'ai acheté des produits au final. Non, mais c'est surtout qu'il y a tellement de crème au final qu'on s'est trimballé jusqu'au bout. C'était pendant la période de la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Et pour la Saint-Valentin, du coup, j'ai cherché un petit cadeau et j'ai trouvé en fait, ils ont des salons de... Comment tu peux appeler ça ? De beauté, Ouais, des salons mais c'est vraiment spécialisé dans la peau et ils font toutes sortes d'examens, de trucs pour la peau. J'avais trouvé un truc que je lui ai offert pour la Saint-Valentin. En fait, c'est des endroits incroyables. Mais en gros, c'est un endroit où c'est très très luxueux. Enfin, c'est assez luxueux quand même. Et t'es servi, t'as un bras robotisé qui te sert des boissons à volonté. T'as plein de trucs. T'es un peu comme dans le futur à Séoul. Carrément. Et le truc notable qui nous a quand même marqué en Corée, que t'as appelé luxueux aussi, je pense, c'est qu'il y a un service, mais dont on n'a vraiment pas l'habitude en France. Par exemple, en arrivant dans ce salon de beauté, on a eu une traductrice qui est venue directement et qui est restée avec moi tout le long pour me traduire tout ce qu'on me disait. Et tu as fait quoi comme soin ? Pour le coup, je suis restée plutôt classique parce qu'ils m'ont proposé du Botox. Pour eux, la beauté, c'est la police. À partir de très jeune, ils se font du Botox et tout ça. Moi, j'ai quand même passé du coup tous les
les examens, etc., j'ai refusé le Botox. T'amènes dans une première salle où il y a plein de machines, ils te passent un genre de scanner, je sais pas, ça fait un peu comme une radio des dents, là. C'est une machine qui ressemble un petit peu à ça, et où ils analysent toute ta peau, le grain, les pores, quel type c'est, etc. Ensuite, ils font des prélèvements un petit peu plus précis sur ton visage, avec un genre de loupe. Tous ces résultats-là sont envoyés à une conseillère en soins qui étudie un petit peu du coup le dossier, propose différents soins qui sont adaptés à ton type de peau, choisi parmi toute une liste. Le Botox en faisait partie, mais moi j'ai fait quelque chose de plutôt classique. Ça a duré 1h30. Franchement, c'est incroyable. Et donc, après Séoul, le prochain voyage que vous avez fait, c'était la Nouvelle-Zélande. C'est un dépaysement total. Comment ça s'est passé ? Le vol était super long. On est arrivé en Nouvelle-Zélande et là, c'est là qu'on a eu le jet lag, le pire de tout le voyage. Je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer. On s'est mal réglé, j'en sais rien. On s'est réveillé toutes les nuits à 2h du matin. On a passé une semaine sur l'île du Nord. On a essayé de faire au plus vite parce qu'on avait pas beaucoup de temps parce qu'il fallait qu'on rejoigne le bateau qui nous attendait une semaine après au nord de l'île. Donc on a fait un peu du circuit vraiment touristique. On a fait une randonnée qui est assez connue sur cette île. Oui. On a fait les trucs classiques. Vous avez fait une randonnée, il me semble, qui devait normalement durer quelques jours. Par manque de temps et en plus à cause de la météo, donc c'est une randonnée qui se faisait en 3 jours de 45 km. En fait, il faut réserver les nuits. Le jour où on est parti, la météo était très mauvaise. Le parc national nous a remboursé et donc on a décidé de décaler. On avait un créneau de 2 jours au lieu de 3. Et en fait, le jour où on est parti très tôt pour essayer d'être un peu seul sur l'itinéraire. Et au bout ça a très bien marché. On était vraiment tout seul. Et au bout de la moitié, on s'est dit autant finir. Et on a fait les 43 km dans la journée. Donc on a fait de 6h30 jusqu'à 21h30. On a bien marché. Ouais, on était bien crevés quand on est arrivé. En plus, on avait racheté des chaussures neuves avant tout ça. Et en fait, je sais pas vraiment pourquoi. On s'est dit cette rando, on l'a fait avec les vieilles, on finit les vieilles quoi. Et du coup, on était avec des chaussures qui étaient mortes quoi. C'était quand même des chaussures de trail. Achetées au Vietnam quand même. Enfin, c'était une marque qu'on a eu beaucoup moins cher que normal. Et quand tu dis vous étiez seul, vous aviez un chemin à suivre ou vous aviez un guide ? C'est le Tongariro Northern Circuit, c'est la rando où tu passes par les chemins du Seigneur des Anneaux. Donc elle est ultra prisée et dès qu'il fait beau, ce qui est très rare sur le chemin, il y a une horde de touristes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc on est parti tôt sur la première partie de la rando. On n'avait pas grand monde. On faisait un circuit qui était plus long que cette rando qui est ultra connue, mais qui passait aussi par les mêmes endroits. Et les endroits qu'on avait en commun avec la fameuse rando, il y avait vraiment beaucoup de monde quoi. Et là c'était la plus belle partie parce que c'est celle qui est iconique, mais c'était pas la plus agréable à faire. Puis après tout le reste de la rando, on était tout seul, donc là c'était vraiment super cool quoi. C'était magnifique comme endroit. Qu'est-ce que vous retenez de la Nouvelle-Zélande ? Ne pas prévoir trop à l'avance parce que la météo au jour le jour est ultra changeante et en fait on nous avait prévenu des copains qui ont eu la neige plein milieu de la bonne saison, les copains du camping-car. Il faut pas trop avoir de plan, mais c'est difficile parce que d'un autre côté, les parcs nationaux demandent de réserver chacune des randonnées pour savoir un peu le nombre de gens. Bon et donc, les matelots en herbe, comment vous avez préparé cette aventure suivante ? Du coup, déjà, on avait des contacts avec l'équipage par WhatsApp. On est arrivé sur le bateau le 24 février, donc là cette année. C'est le capitaine qui est venu nous chercher directement à Auckland. Il y avait 2 heures de route pour rejoindre le bateau. Donc on a rencontré tout le monde en vrai. C'était un moment qui était ultra fort. C'était vraiment chouette de enfin mettre une tête sur un visage sur des noms qu'on connaissait depuis un moment. Depuis 2 mois. En amont, on n'a pas vraiment préparé grand-chose. On a quand même regardé des tutos dans la voiture pour y aller. Et ça, c'était rigolo parce que le premier tuto qu'on regarde, la voile pour les débutants, 10 conseils pour commencer. Commencer sur un petit bateau. On avait choisi un voilier de 15 mètres. Très gros. C'est immense. Commencer dans des zones côtières, dans de bonnes conditions, météo. Bref, pas du tout ce qu'on a eu en fait. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Après, on était quand même un peu prévenus que c'était pas quelque chose de débutant qu'on faisait, notamment parce que le capitaine nous avait dit attention, personne ne fait cette traversée, vous êtes sûr que vous voulez le faire, etc. Mais nous, on n'a pas très bien compris les signaux pour le coup. Et comment ça s'est organisé votre rencontre ?
En fait, il nous a demandé d'arriver à cette date-là parce que la date de départ était prévue entre le 1er et le 15 mars. Donc le départ pour la traversée qui devait prendre 3 semaines. On est arrivé. Plus de 3 semaines sans toucher terre? C'est ça, même plus que ça en Sans toucher terre. totalité, sans toucher terre. Et vous étiez combien à bord de ce bateau? On était 6, donc il y avait le capitaine et sa compagne, une Néo-Zélandaise, qui sont américains, une Néo-Zélandaise, une Italienne et nous deux, pour préparer quand même cette traversée, savoir si l'équipage était capable de cohabiter, etc. On a fait une semaine pour le coup, c'était vraiment une croisière, de tests dans la baie, où en fait, le capitaine nous a expliqué un peu les bases de la voile. Mais c'était lui qui était aux commandes, c'était lui qui faisait quasiment tout. Il nous a expliqué les manœuvres principales, donc les virements de bord, comment monter les voiles, etc. Après, on a navigué 2 jours, je crois. Un jour, on est resté au mouillage, et après, ça a duré 4 jours, je pense. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé cette première expérience? Et là, on a découvert la voile. On avait un peu des mini-expériences chacun en catamaran notamment, mais là, c'est un gros voilier, un beau voilier. Enfin, c'est vraiment. Puis en plus, on était au nord de la Nouvelle-Zélande. C'était magnifique. On s'est arrêté Enfin, c'était une expérience incroyable. On s'est arrêté au mouillage. On allait nager. On a trouvé des coquilles Saint-Jacques au fond. Enfin, bref. Du coup, on a mangé des coquilles Saint-Jacques. Ouais. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Et puis en plus, on a découvert l'équipage et on s'est super bien entendu avec l'équipage. Donc, notamment la néo-zélandaise et l'italienne, c'est super sympa. Donc tous les feux étaient ouverts pour nous et en plus en fait on a eu une météo assez Clémente. ouais vraiment bonne. On avait assez de vent pour avancer mais sans plus et donc aucun de nous n'a eu de mal de mer ou quoi que ce soit, tout le monde allait bien. Pas d'eau, il y avait même pas d'eau sur le bateau. C'est-à-dire que du coup pour nous ça allait être comme ça. En plus il nous disait ça va être comme ça toute la traversée, ce qui n'a pas été le cas. On s'est dit bon bah si c'est comme ça, il y a aucun problème quoi, c'est facile. Et alors pas du tout. Et alors on a tous accepté parce qu'en fait on est parti vraiment ultra confiant, on avait eu des super sentiments. Ce qu'on a eu après, entre le moment de la croisière et le départ, on a eu quand même une semaine pour préparer tout le bateau pour le départ. On prend des grosses marges, donc dans ces cas-là, on fait des provisions pour plus d'un mois en mer, donc ça demande organisation, approvisionnement, courses. Et il faut penser à tout et être sûr qu'on manquera de rien, quoi. Ouais, une fois que tout ça c'était fait, on a mis les voiles et on est parti. Et là, les premières 24 heures, ça a été un peu un enfer, hein, on peut dire. Hein. On a eu une météo. On avait été prévenu, mais en fait, tu peux pas anticiper ce genre de choses. Enfin, il nous avait dit qu'on allait avoir une mauvaise météo, mais ouais, sans l'avoir vécu, en fait, c'est difficile de savoir ce que ça veut dire. Enfin, et en fait, on s'est retrouvé au milieu de 6 mètres. C'est digne d'un film d'horreur. Ah ouais, non mais 100%, c'était le scénario d'horreur. Bon, par chance, on n'a pas eu de pluie. Donc, en fait, il se trouve que la météo qu'on a eue, ça on l'a appris après, c'était pas non plus scénario catastrophe, mais en fait, quand c'était première 24 heures en large, 6 mètres de vague. ouais, 6 mètres de vague, un vent bien plus qu'il n'en faut, donc le bateau, il était incliné à bien plus que 15 degrés, hein, il était incliné. Enfin bref, en gros, on était obligé de s'harnacher au bateau pour pas passer par-dessus bord. Là, on a été malade, quoi. Là, c'était la vraie navigation de vieux loups de mer, quoi. Et donc, on a été, il y a 4 personnes, dont moi, qui ont été malades. Léa n'avait pas été malade. Ouais, le capitaine et moi, on a tenu le coup, mais moi, il fallait surtout pas que je mange pendant 3 jours, parce que sinon, je rejoignais l'équipe. Et comment ça se passe au niveau organisation? Vous avez le droit de dormir la nuit? Donc, il y a une surveillance 24 heures sur 24. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une personne sur le pont qui regarde en cas de collision, de changement de vent, voilà, il y a plein de choses à regarder. Et en fait, on était 5 à effectuer, ça s'appelle des quarts, c'est des 2 heures de surveillance. Et donc, vu qu'on était 5, eh ben, on tournait, donc on avait 2 heures de surveillance et 8 heures de repos. On avait quand même de quoi faire une nuit, mais en fait, vu que ça tourne, un jour, tu vas avoir une nuit complète, 23 heures, 5 heures, et le lendemain, tu vas devoir te réveiller entre 1 heure et 3 heures du matin, enfin voilà. Donc, oui, tu dors, mais pas forcément quand tu veux, en fait. Et comment ça s'organise sur le bateau? C'est surtout le capitaine qui dicte un peu et chaque voilier, chaque expérience est différente. Mais nous, le nôtre, il nous imposait de faire des quarts 24 heures sur 24, ce qui est pas forcément le cas sur d'autres voiliers, c'est que la nuit, par exemple. Donc nous,
Enfin, on est quand même content de l'avoir vécu comme ça parce que ça nous a vraiment appris qu'une journée, c'est 24 heures, quoi. Ça demande en effet d'être très rigoureux et c'est à toi aussi de te forcer et te dire, OK, là, il faut que j'aille dormir, là, il faut que je me repose. Voilà. Puis en plus, au-delà de faire l'écart, on était aussi là pour faire la cuisine, entretenir le bateau, faire le ménage aussi, enfin voilà. Et comment vous l'avez vécu, vous, cette expérience? Physiquement, c'est très fatigant parce c'est surtout qu'on vit penché non-stop, 24 heures sur 24, pendant du coup 19 jours. Notre traversée a duré 19 jours. Et c'est vraiment pas quelque chose auquel on est habitué, mais la récompense est folle, quoi, parce que on a vécu nos pires et nos meilleurs moments. Enfin, on a vécu surtout un moment où on avait nos 2 quarts l'un après l'autre à la tombée de la nuit, et c'était jour de pleine lune. Et en fait, on a assisté du coup, on a pris nos quarts ensemble. On a assisté au lever de la pleine lune sous un ciel étoilé qu'on n'avait jamais vu. Et en fait, là, on a pris le plaisir un peu du silence et des choses simples. Tu restes juste là, tu contemples la mer, tu prends le temps d'observer ce qui t'entoure, de te reconnecter un peu à ce qui t'entoure. Ça devait être incroyable. Et vous qui êtes créateur de contenu, comment vous faites sans Internet comme ça? Ça doit pas être facile pour avoir une connexion sur un voilier? Bah nous on avait Starlink. Starlink ça coûte, enfin c'était le capitaine qui payait, donc du coup il nous demandait de restreindre, et quand il nous a expliqué que ça coûtait $250 par mois plus 2 € le gigabit à chaque utilisation mer, en effet on a compris, et donc on a la chance d'avoir la petite sœur de Clem qui aime bien ça aussi, et du coup c'était notre point relais un petit peu, on lui donnait de nos nouvelles. À quelle fréquence vous donniez des nouvelles? En général, un message récapitulatif par 2 jours qu'on a fait, et en fait elle s'en est occupée et repostée sur nos réseaux. Comment ça s'est passé l'entente à bord? Donc avec l'équipage, très bien. Avec l'équipage, on s'est vraiment bien entendu. C'était vraiment des amis, quoi. On s'est vraiment fait des amis. Après, avec le capitaine, ça s'est un peu détérioré petit à petit. Enfin, il a été, c'était lui le capitaine, hein, mais il était très pointilleux des détails, beaucoup de reproches. Donc, tout au long, ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu de gros points où on s'est engueulé ou quoi que ce soit. Mais vers la fin, quand même, on sentait que tout le monde en avait un peu marre, quoi. Et puis, en plus, on a eu une météo un peu dure sur la fin, les 5 derniers jours. Et là, on était vraiment usés. À la fin, on était vraiment, ouais. Surtout que finalement, on n'a pas pris de douche pendant 19 jours. On s'est douché seulement 2 fois à l'eau de mer. Et à la fin, d'être, en plus de toute la fatigue accumulée, d'être penché, etc., d'avoir de nouveau mauvaise mer, d'être sale, on s'est rendu compte à quel point c'était un bonheur de pouvoir prendre une douche, et une douche chaude au quotidien. Vous n'aviez pas de douche à bord? Il y en avait une, on nous a expliqué comment elle fonctionnait, et puis 2 jours après le départ, on nous a dit qu'on n'aurait pas le droit de l'utiliser. Ah oui, pas facile ça. Et vous aviez hâte d'arriver, j'imagine? Si, à la fin, on avait envie d'arriver. Ça, c'était clair. On a adoré toute la partie du milieu. Donc là, on a vraiment adoré. On a pu prendre le temps en fait, tu prends le temps de faire de rien faire, en fait. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, de juste pas parler. C'est exactement ça. C'est le luxe, mais en plus, c'est un luxe qui coûte pas cher, quoi. Hein, vraiment, quand on y pense, c'était plus une question on en avait marre d'être dans notre crasse et c'était plus ça qui nous avait donné envie de rentrer. Et aussi, c'est vrai, les conditions. En fait, sur un monocoque, un voilier monocoque, t'es vraiment penché. Et à la fin, les 5 derniers jours, on était penché et tu galères pour tout. Et alors après,
Je pense que les vrais, pas les vrais marins, mais ceux qui adorent, il y en a qui adorent ça. Le capitaine, c'est pour ça qu'il vit en fait. Donc lui, il était à fond. Nous, c'est pas notre passion. Ouais. Vous ressortez pas de cette expérience en vous disant je vais acheter un voilier. Si, quand même. En fait, on a vraiment adoré l'expérience, même s'il y a eu des choses négatives, mais de toute manière, c'est comme ça dans la vie. Donc voilà, ça a été une de nos plus folles et de nos plus belles expériences de toute notre vie, tous les deux. C'est juste que maintenant, on a appris, on sait qu'on était dans le mauvais sens, parce que dans l'autre sens, on est poussé, là, on était contre le vent, donc il y a des sensations aussi qui sont différentes. C'est plus difficile, donc plus penché, etc. Et du coup, on le refera, mais sans se poser de questions, mais dans l'autre sens. Ouais. Et aussi sur des durées plus courtes. Parce que là, on a quand même commencé par 19 jours, c'est vraiment énorme. Et en fait, il y a des traversées pour aller, rien que même pour aller jusqu'en Polynésie, en général, tu passes par les Tonga, Fidji. Tonga, île Cook. Et en fait, on Voilà, peut faire des arrêts comme ça. On n'est pas obligé d'aller directement en Polynésie. Je pense que si on refait et on le refera, ça sera peut-être une plus courte durée. Mais on le refera, c'est sûr qu'on le refera et avec plaisir. Ça vous a fait quoi d'arriver enfin sur Terre? Incroyable. Exactement. Et puis l'arrivée en Polynésie, arriver en bateau, c'est vraiment exceptionnel. En fait, c'est un peu comme dans un film. On a l'impression d'être naufragé et de voir la Terre. C'est un sentiment vraiment fou après 19 jours de voir la Terre. Parce qu'à la fin, c'était boîte de conserve, quoi. Donc l'arrivée sur Tahiti, c'était en plus le chenal. Il y a un spot de surf juste à côté. Donc t'arrives, tu vois les belles vagues de récifs avec les surfeurs super forts. T'as des bateaux bars. C'est des genres de bateaux où il y a un bar au milieu, en fait. Le concept, c'est juste de boire sur l'eau, quoi. Et tu passes à côté de ça. Donc, l'arrivée sur Tahiti, elle est mémorable. Et alors là, vous avez réservé un hôtel? Non, du coup, le plan initial, c'était de rester, du coup, jusqu'à la toute fin de notre voyage, à bord. Donc, sur le bateau avec notre capitaine. Donc, quand on est arrivé, on est allé prendre une douche à la marina. Et on a bu 1,5 litre d'eau chacun. C'était nos 2 premières actions. Et en fait, finalement, on est resté sur le bateau. Il y a tout l'entretien après traversée aussi à faire qui est quand même assez conséquent parce que le sel, ça ronge tout, quoi. Donc, il faut s'en débarrasser assez rapidement après être arrivé. Une fois qu'on avait fait toute une journée de travail, on a pris un peu de temps pour aller visiter l'île, etc., sortir du bateau. Ça nous a vraiment fait du bien et c'était incroyable d'être là, quoi. C'était une expérience qu'on n'aurait pas imaginée. Mais mine de rien, quand on a la marina, la sensation est quand même un peu différente et du coup, dormir sur le bateau, c'est pas forcément le plus dérangeant, surtout qu'on est à plat pour le coup. Donc ne pas se rouler dessus, c'est bien. Comment c'était équipé sur le voilier au niveau des cabines? Du coup, il y a 2 cabines, donc une pour le capitaine et comme on était en couple, on nous a laissé la cabine parce que les 2 autres coéquipières dormaient dans le carré, donc c'est le salon du bateau. Et la Polynésie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Incroyable. C'est notre top 2. C'est le premier pays où on a vraiment réussi à tisser des liens forts avec les locaux et les personnes qu'on a rencontrées. Je pense que c'est la barrière de la langue aussi qui fait que, en parlant français, c'est plus facile de tisser des liens. Malgré l'épreuve difficile d'avoir quitté le bateau, du coup, parce qu'on a fini par quitter le bateau, on a pu rebondir et rencontrer des personnes incroyables en faisant du stop, en allant faire du woofing. C'était des expériences folles qui, en plus de ça, nous ont fait découvrir d'une manière complètement différente et pas du tout comme on l'aurait fait au départ, la Polynésie. Et on a eu la chance de faire Bora Bora et Rangiroa dans l'archipel des Tuamotu. Et c'était un peu nos objectifs du voyage. Et en restant sur le bateau, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on n'avait pas assez de temps en fait. Et les temps de navigation, c'est tellement grand qu'on a quand même entre chaque île au moins 12 heures, voire 3-4 jours de navigation, quoi. Exactement. Et en fait, on se rend pas compte que la Polynésie française s'est étalée sur la même surface que l'Europe en fait. C'est immense. Entre les 2 îles les plus loin, c'est aussi grand que l'Europe en fait. Vous êtes resté combien de temps en Polynésie? On est resté en tout en Polynésie, on est resté 1 mois et demi. On a fait 3 semaines à Tahiti. En gros, parce que la semaine qui était prévue, puis finalement 1 semaine de plus pour retomber un peu sur nos pattes après avoir quitté le bateau. Et après, on a fait 2 semaines et demie à Rangiroa. On a fait 5 jours à Bora Bora chez des personnes qu'on a rencontrées à Rangiroa, qui nous ont invités chez eux et qu'on embrasse très fort s'ils nous écoutent.
Vous finissez ce voyage avec encore de belles rencontres. C'est ça, et c'est vraiment ce qui a marqué notre voyage en Polynésie, les rencontres humaines. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, quand on a quitté le bateau, on était vraiment dans un état. Enfin, on était déjà fatigué à cause du bateau, et en plus, ça a été très dur psychologiquement, émotionnellement en fait, de quitter le bateau, parce on disait au revoir à un peu notre rêve de voyager en bateau sur ces îles-là. Et on a failli, quand on a quitté le bateau, on a failli directement prendre un billet retour en fait, parce que on s'est rendu compte du prix des nuits, et on s'est dit, bah en fait, on va se ruiner et il faut qu'on rentre quoi. Et en fait, le fait d'avoir réussi à faire tout ce qu'on a fait dans notre budget, enfin, c'est ça qui a rendu la chose incroyable. Comment vous avez vécu la fin du voyage? C'était déjà prévu, donc c'est une fin qui est un peu différente. On était content de rentrer, on est content d'être rentré, et après cette expérience-là, pour le coup, ça avait encore plus de sens parce qu'on avait vraiment besoin de se ressourcer auprès de la famille et de nos potes pour recharger toutes les batteries physiques et mentales pour la suite. Comment ça se passe le retour à la vie normale? Pour commencer, on dort beaucoup, mais je pense que ça, les 12 heures de décalage, c'est pas pour rien. Non, on est différents, on a une manière de penser qui est quand même changée, enfin, je parle pour moi, mais je pense que c'est surtout cette dernière expérience sur le voilier et toutes les rencontres qu'on a faites en Polynésie qui nous ont fait réaliser que finalement, il fallait qu'on change notre manière de faire, qu'on s'écoute surtout aussi beaucoup, parce que finalement, quand on s'écoute, on trouve des solutions et on finit par faire ce qu'on a envie. En fait, le voyage, c'était le début de ce qui nous reste, hein, et que on sait qu'on n'a pas forcément envie de ça, et en fait, ça nous a confirmé sur le fait qu'on était capable de faire des trucs, et que si on s'écoutait vraiment, si on avait écouté juste les personnes, je parle de nos collègues de boulot, des trucs comme ça, on serait jamais partis, en fait, nos parents, on serait jamais partis, et c'est pas contre eux, c'est normal, c'est le fait que nous, on avait ça en tête, et que, bah, on s'est dit, bah, non, c'est ce que je veux faire, et c'est tout, quoi, et se mettre soi en premier, et ça c'est quelque chose qu'on retiendra, et que, enfin, maintenant, on veut que toutes nos décisions, elles soient faites par nous, en écoutant évidemment tout ce qu'il y a autour. Et vous voulez reprendre un rythme de vie normal? Alors, oui et non, on y a réfléchi, mais en fait, on a surtout envie que le voyage soit un petit peu le cœur de nos vies, plutôt que notre travail, et du coup on a envie de façonner nos vies autour du voyage et de faire en sorte d'avoir la liberté de pouvoir partir quand on veut, autant de temps qu'on le veuille. Pour ça on a envie de se tourner vers l'entrepreneuriat, et en plus avant ça, on a eu tous les deux des expériences là-dedans qui nous ont un peu donné cette vibration pour créer soi-même quelque chose. On avait une idée qui était vraiment liée autour du voyage parce qu'on avait fait un concours au tout début de notre voyage au Vietnam. On avait adoré aller chiner des petites pépites pour en faire des box. On a voulu travailler là-dessus sur ce principe de box. On a des objets artisanaux et culinaires chaque mois d'un pays différent. Sauf que pour un premier projet entrepreneurial, quand même, c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en place, surtout que ça voudrait dire changer de fournisseur chaque mois, etc. Et on n'aurait pas pu le faire comme on aurait voulu le faire. Et est-ce que vos projets d'entrepreneuriat seraient en lien avec le voyage? On s'est bien rendu compte dans notre voyage que c'était très difficile, en tout cas pour nous, de profiter autant qu'on veut et de travailler en même temps. Donc là, ce qu'on a fait, comme on a fait dans le voyage, ça allait, on a trouvé un certain équilibre, mais on a eu des moments dans le voyage où en fait, surtout autour de cette box voyage, où en fait on s'est dit, bah là, c'est soit on arrête le voyage et on continue sur les box, on s'y met à fond, soit on continue le voyage, parce que faire les deux, c'était pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on va se lancer dans un projet qui est pas directement en lien. Ouais, et par rapport aux réseaux sociaux aussi, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de place. Oui. Et on a cette volonté de continuer à partager parce que on adore les rencontres qu'on fait. Et sans ça, on serait pas là non plus. Et donc, on fait ça pour ces rencontres-là, en fait. Comme on fait ce soir, on aime trop et on fait ça pour ça. Donc, on a envie de continuer à le faire. Mais on s'est dit que ça met très rapidement beaucoup de pression autour du voyage. Et notamment de ce que les autres peuvent penser, du regard des autres, de publier tous les jours.
Et là, on a pas mal ralenti et c'est vrai que c'est aussi parce qu'on a envie de prendre le temps de profiter de notre retour, de profiter de chaque instant. Et quand on a eu du coup des moments un peu difficiles aussi sur le bateau, on s'est vraiment rendu compte que ça nous mettait la pression en fait. On savait pas comment on allait faire parce que est-ce qu'il fallait qu'on le dise sur Instagram ou pas, comment les autres allaient le prendre et du coup on s'est tous les deux fait la réflexion que de toute manière on voulait rester sincère et donc c'est pour ça qu'on l'a partagé, mais que on voulait plus que ça soit un critère en fait de choix et de décision dans nos voyages. Et alors, dans vos projets, est-ce que vous restez ou est-ce que vous repartez ? Ça, c'était un peu la question du retour. Est-ce qu'on reste et on lance vraiment nos projets perso ou est-ce qu'on repart ? Parce que moi, mon rêve, c'est l'Amérique du Sud et Clem, c'est une destination qui le tente beaucoup aussi. Et donc, finalement, on a fait le choix de lancer nos vies pro aussi parce que c'est quelque chose qui nous a manqué, mine de rien, de pas travailler, de pas trop avoir de routine professionnelle pendant ce voyage. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais l'Amérique du Sud. Un futur voyage à l'horizon et peut-être entre amis cette fois ? Qui sait, on a notre une des équipières qu'on était censé rejoindre ouais. Je sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, mais ouais. Peut-être entre amis, ouais. Ouais. Un dernier conseil pour les potentiels voyageurs qui nous écoutent ? Écoutez-vous, je pense. Ouais. Je pense, ne pas se laisser, pas se bloquer par la peur. Et si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, lancez-vous et donnez-vous à fond dedans, sans regarder vraiment des risques, parce que des risques il y en a, mais il y en aura toujours. C'est déjà la fin de cet épisode incroyable sur le voyage avec Léa et Clément. Un immense merci à eux pour leur générosité et pour avoir partagé avec nous ces moments si précieux. Leurs récits sont une véritable source d'inspiration. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que moi. Et vous, quelle destination vous ferait rêver ? Avez-vous déjà vécu une aventure qui a changé votre regard sur le monde ? Partagez-nous vos expériences en commentaire et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Côté Canap pour ne rien manquer des prochains épisodes à venir. À très vite pour de nouveaux voyages sur Côté Canap.